Mon invité ce matin est député de Paris et vice-président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Bonjour Gilles Legendre. Bonjour. C'est une information, Les Échos, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, pourrait annoncer jusqu'à 20 000 suppressions de postes dans le fisc dès mercredi. Confirmez-vous ce chiffre? Alors, il faudra attendre mercredi pour avoir les détails. Ce qui est certain, c'est que cette réforme du fisc, qu'on va appeler comme ça, c'est le premier acte d'une transformation radicale de l'action publique qui va embrasser tous les domaines. Avec des suppressions de postes, vous confirmez? À la clé, l'ensemble de la transformation de l'action publique se traduira probablement, même certainement par des réductions de postes. Je ne confirme pas ce chiffre et ça n'est pas ça l'important. L'important, c'est de savoir comment, en se réorganisant, un certain nombre d'administrations vont améliorer le service qu'ils rendent aux citoyens, en l'espèce aux contribuables quand il s'agit du fisc. Une réorganisation, une transformation, mais qui est due à quoi? À la numérisation, à la suppression de la taxe d'habitation, à l'impôt directement prélevé à la source? Il y a beaucoup de transformations. La numérisation, notamment en ce qui concerne l'administration fiscale, est un facteur extrêmement bouleversant et positivement bouleversant. On en voit déjà maintenant, on remplit presque tous notre feuille d'impôt grâce à Internet. Il y a un tas d'autres domaines où la numérisation peut donner des effets. Ça ne supprime pas les besoins humains. Il y a au contraire une volonté très forte du gouvernement, de la majorité, de lutter beaucoup plus fortement contre la fraude fiscale. Et ça, la numérisation apporte beaucoup, notamment par exemple le big data pour croiser les données. Enfin, il faudra des experts de plus en plus compétents pour lutter contre la fraude. Donc ça fait des plus, ça fait des moins. Le solde aboutira évidemment probablement à une diminution des effectifs, mais ça n'est pas ça l'objectif. Ça, c'est une résultante. Oui, mais vous serez quand même obligé de faire passer la pilule déjà aux personnes concernées, même si ce sont des suppressions de postes, et puis aux syndicats. Ce sont des phénomènes qui vont prendre du temps, sur la durée. Sur le quinquennat, sur 5 ans. Exactement rapide, hein. Comme une entreprise qui se réorganise. Elle ne passe pas nécessairement par des licenciements. Autre sujet, Gilles Legendre. Aujourd'hui, Emmanuel Macron donc réunit les parlementaires en congrès à Versailles. On a appris que des personnalités, soit de la France Insoumise ou des Républicains, pourraient boycotter l'événement. Selon vous, c'est quoi leur droit le plus strict? Une erreur ou une faute? Une crise d'adolescence. Je serre mes petits poings, je tape du poing, je tape des pieds, je trépigne et j'existe. C'est tout. Rien de plus. Rien de plus. Vous, à titre personnel, maintenant que vous êtes député depuis un an, vous attendez quoi de la part de ce discours d'Emmanuel Macron au Congrès aujourd'hui à Versailles? Une nouvelle impulsion, une clarification, un peu plus de social peut-être également, comme certains? C'est pas comme ça que je raisonne. L'impulsion, elle est là. J'attends un message politique qui consiste précisément à installer ou à réinstaller l'incroyable variété de chantiers que nous avons ouverts dans la promesse politique que nous avons faite aux Français il y a un an. Promesse politique qui consistait à dire nous concilions une économie beaucoup plus dynamique et une ambition sociale beaucoup plus élevée et beaucoup plus concrète au plus près des gens qui en ont besoin. Ça, c'est la promesse politique. J'attends aussi une dimension peut-être un peu plus affective, un peu plus relationnelle. Nous n'existions pas il y a 2 ans. Emmanuel Macron n'existait pas dans l'esprit des Français il y a 2 ans. Notre majorité n'existait pas. Nous sommes en construction. Il faut le dire et l'assumer sans honte. Une relation affective, ça veut dire vis-à-vis des Français? Vis-à-vis des Français. Être un peu plus chaleureux dans sa façon de faire de la politique. C'est-à-dire que nous avons au cœur de notre promesse politique la promesse d'efficacité. Elle est indispensable. Les Français nous attendent et nous jugerons là-dessus. Mais l'efficacité ne suffit pas. C'est trop froid, l'efficacité? L'efficacité, ça peut paraître froide, surtout quand nous engageons des politiques dont les résultats ne seront connus qu'avec le temps et seront perçus avec encore plus de temps. Donc nous devons nourrir notre relation avec les Français de plus de chaleur, de plus d'explications, de plus de sens. Le président ne perd pas une occasion de le faire à chaque fois qu'il parle aux Français, mais nous devons peut-être, lui et nous, le faire avec encore plus d'empathie. Mais sur la question de la clarification, quand même, j'insiste, il y a eu un report, ou en tout cas la volonté du gouvernement de ne pas divulguer le rapport CAP 2022, ce rapport, pour résumer, d'un comité d'experts sur les pistes d'économie que pourrait trouver l'État. Il y a eu également un report du plan hôpital, il y a eu un report du plan pauvreté. Le gouvernement est-il en train de patiner? Pas du tout, pas du tout. Écoutez, la pauvreté, c'est le mal français depuis 20 ans. Et ce mal français s'explique par la faillite des gouvernements qui n'ont jamais osé prendre le sujet à bras-le-corps.
S'il faut 2 mois de plus pour avoir un plan qui tienne la route et qui soit aux ambitions maximales pour combler un passif de 20 ans, je trouve que 2 mois contre 20 ans, le deal est parfaitement acceptable. 14% de la population française touchée par la pauvreté. Certains se sont quand même étonnés que lorsqu'il s'agissait de libéraliser le marché du travail avec la loi Pénicaud ou encore de supprimer l'ISF, ça s'est fait tout de suite très rapidement, mais que le plan pauvreté, lui, il est reporté et il vient après. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un mauvais message qui est envoyé de la part du gouvernement vis-à-vis des personnes les plus fragiles en France? Parce que la dynamisation de l'économie, c'est le point central. Faire en sorte que de plus en plus de Français aient un job. Ça, c'est la priorité. Et ça passe par un certain nombre de mesures que nous avons prises sur le plan fiscal, sur le plan du Code du travail, aujourd'hui sur la formation et l'apprentissage. Ça, c'est la clé. Faire en sorte que le plus possible de gens aient un job, et ça va prendre un tout petit peu de temps. Donc, il fallait démarrer très tôt, très vite, très fort. Mais nous savons qu'il y a une partie de la population pour laquelle ça va prendre beaucoup de temps de revenir vers l'emploi, parce qu'elles en sont très éloignées ou parce qu'elles ont des conditions de vie dans les quartiers ou des conditions familiales. Je pense aux mères qui élèvent leurs enfants toutes seules, sont assez loin ou n'ont pas les conditions de retrouver un emploi facilement. C'est là-dessus que doit porter le plan pauvreté. C'est une étape supplémentaire que nous ajoutons à la première, qui ne la contrarie pas, mais qui la complète. Donc ce report, c'est pour amplifier et prendre plus de temps sur le plan pauvreté. C'est ce que vous dites ce matin. Pourtant, et ce sera ma dernière question, un récent sondage Ellab pour les Échos a révélé que pour 76% des Français, la politique d'Emmanuel Macron est considérée comme injuste. Aujourd'hui, avez-vous besoin de mieux communiquer ou peut-être tout simplement d'un rééquilibrage social? Est-ce que vous l'espérez? Arrêtez avec le rééquilibrage social. Je viens de vous expliquer que nous n'avons jamais cessé de faire du social depuis le début. Et pourquoi dynamiser l'économie, c'est faire du social. C'est ce qui fait l'originalité de notre promesse. Je le dis d'ailleurs aussi à un certain nombre de nos collègues qui ont un peu oublié cette promesse et qui doivent absolument la reprendre à leur compte. Vous faites référence aux 3 économistes qui ont appelé Emmanuel Macron? Par exemple. Mais le fait que nous ayons tous, et certains plus que d'autres, et c'est mon cas, une sensibilité sociale plus aiguë, c'est très bien. Mais ne revenons pas dans le vieux travers qui consiste à dire que l'économie lutte contre le social ou est contradictoire du social. En revanche, ce qu'il faut que nous disions aux Français, c'est que les politiques que nous menons sont tellement bouleversantes, au sens propre du terme, parce que s'attaquant au mal à la racine, qu'elles vont prendre du temps avant de produire des résultats et qu'il se passera du temps aussi entre le moment où ces résultats apparaîtront et les moments où les Français en prendront conscience. Donc nous avons une passe politique qui est compliquée à vivre, mais nous devons le dire, nous devons l'assumer, nous ne devons pas en avoir honte. Et c'est ça aussi, probablement, que le président va pouvoir expliquer cet après-midi. Merci Gilles Legendre d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, député La République En Marche de Paris et vice-président du groupe à l'Assemblée nationale.